Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de toi et ton parcours? Mon parcours scolaire, euh, de Ce vie. que tu ressens, un peu de vie, un peu scolaire, est-ce que... Ah oui, donc je fais ma biographie, mon autobiographie. Donc Oui, celle que tu veux. je m'appelle Charles. Celle qui me définit quoi. En général on parle de ses fonctions. Bah, je suis né d'une famille normale, d'un père marseillais, d'une mère percheronne. J'ai deux sœurs, une jumelle et une aînée de 6 ans. Euh, j'ai une scolarité à peu près normale. Ensuite j'ai passé un bac L. J'ai grandi jusqu'au bac à Orléans. Et après le bac L, je suis entré dans mon école de photo, donc à Paris. Au cours de la deuxième année sur trois de cette école, j'ai entamé des études par correspondance d'anglais et d'espagnol. Et ensuite, j'ai sorti de l'école de photo en 2014. Et j'ai eu mes licences en 2015. Et maintenant, j'ai eu un an de non-scolarisation. Et maintenant, je poursuis avec un master en anglais, une licence en philosophie. Et comment était ta scolarité petit en fait? Est-ce que tu pensais que tu allais faire des études? Est-ce que tu voulais en faire? Alors, Est-ce que tu voulais... très jeune, j'avais très envie d'apprendre et de comprendre surtout. Et j'avais l'impression que pour comprendre le monde surtout qui m'entourait, j'avais l'impression de ne pas m'y faire. Je me suis dit qu'il fallait apprendre un maximum de choses. Donc j'ai eu des périodes d'apprentissage de tas de choses. C'était un peu académique, ma propre manière. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, j'étais dans une famille où il y avait des livres et donc je prenais une encyclopédie et j'avais une période où j'apprenais tout ce que je pouvais sur l'astrologie, tout ce que je pouvais sur la zoologie, sur des choses comme ça. Donc c'était assez scientifique, c'est en ça que je dis que c'est un peu académique, tout en lisant beaucoup, enfin en commençant à lire pas mal, il y a de fiction surtout. Et je continue, c'est surtout ça que je lis depuis. Mais scolairement, je me sentais pas. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Parfois j'étais en retard sur des trucs, parfois en avance sur d'autres. Très souvent je m'ennuyais, donc j'étais pas très attentif en classe. J'étais pas turbulent, mais j'étais dissipé. Tu faisais quoi? En quoi t'étais dissipé? Si tu Bah, peux j'écoutais genre pas, reprendre. j'étais insolent, je parlais. J'avais l'impression que quand j'étais enfant, je pouvais parler aux adultes comme eux se parlaient entre eux, mais en fait ça fonctionne pas. J'étais dissipé parce que j'étais peu attentif en classe, parce que ça m'intéressait peu. Et quand ça m'intéressait, je trouvais on allait rarement assez loin. Et parfois, simplement, ça m'intéressait, mais je trouvais ça difficile, je comprenais pas la manière dont c'était abordé. Enfin, pas en primaire, mais après les mathématiques au collège, ça me gonflait. J'étais mauvais, enfin j'avais des mauvais résultats, mais simplement je pense que ça a été mal enseigné. Mais bon, globalement, je m'ennuyais beaucoup, je m'identifiais pas spécialement aux gens de mon âge qui étaient dans ma classe, donc je m'ennuyais aussi socialement, j'étais assez seul. Et je m'endormais en classe aussi, parce que j'ai toujours eu un sommeil de mauvaise qualité, je dors peu, et donc ça m'arrivait de m'endormir en classe. Il y avait juste une année, c'était en CM1, CM2, parce que j'avais la même enseignante, qui avait bien compris comment je fonctionnais, c'est-à-dire un peu différemment des autres. Et elle me laissait parfois faire des siestes, alors que c'était inenvisageable pour la plupart des gens. Pendant la récré, ça dépend, j'ai eu des phases où j'étais plus sociable, d'autres moins, enfin la plupart du temps moins. Souvent je restais assis sur le banc ou alors je me promenais dans tout le truc. Parfois je jouais aussi tout seul, comme les enfants font, dans un monde imaginaire, tout ça. Ça m'est arrivé quelquefois de jouer avec d'autres gens ou de participer à des... comment ça s'appelle, l'épervier où on court d'un bout à l'autre de la cour, mais globalement j'étais plutôt tout seul. Ça me dérangeait pas jusqu'à une certaine mesure. Après en rentrant à la maison, je sais plus trop ce que je faisais, mais j'étais un peu dans mon coin aussi. Mais ça c'était en primaire? Ouais. Alors, au collège, j'étais pas sur le banc, j'étais à mon arbre. En fait, à chaque classe, on se rangeait au début de la journée au pied d'un arbre qui était l'arbre assigné à notre classe. On se rangeait en rang et après on pourrait rentrer quand le prof venait nous chercher du premier cours. Et souvent, moi, je restais à la cour, comme je parlais pas à grand monde, je restais à cet arbre.
Et j'étais dans le même collège que ma soeur jumelle et les gens disaient qu'il est bizarre, ton frère, il est tout seul à son arbre, va le voir. Et on n'était pas spécialement proches avec ma soeur, donc on se parlait pas. On était dans le même établissement, mais on se croisait rarement. On n'a jamais été dans la même classe. On était dans la même classe à l'école maternelle, je crois 1 an ou 2. Mais on était assez complices, c'est-à-dire on se partageait les tâches, c'est-à-dire elle me faisait mes lacets parce que j'ai pas su faire les lacets avant tard, et moi je lui faisais ses dessins ou des choses comme ça. Donc finalement c'était une espèce de complémentarité qui était pas convenable pour les enseignants. Donc à partir de là on n'a jamais été dans la même classe, et au lycée on a été dans un établissement différent. Collège, je m'intéressais un peu à tout, j'étais curieux de tout, mais j'étais pas très heureux, j'étais assez déprimé, donc je m'intéressais à pas grand chose, je pense. J'ai passé mon temps, si j'ai eu ma période un peu jeux vidéo, mais il y a des périodes où je jouais beaucoup, d'autres où je jouais pas, je me suis lassé assez vite de pas mal de choses. Et toujours lire ou découvrir de nouvelles trucs, ou de nouvelles choses et tout ça. Et tu percevais les autres comment en fait par rapport à toi ou toi par rapport aux autres? Au fil des années, c'était toujours différent. Ma mère a essayé de m'expliquer la conclusion que c'était tu es plus mature que les autres, donc je me suis dit bon, très bien. En grandissant, j'espérais que ça allait changer, mais en fait, comme je grandissais en tant que les autres, le décalage restait le même. Donc j'étais toujours un peu en décalé, il y a comme des gens à qui je m'entendais plus ou moins, mais bon, forcément, il y a un moment, il y avait une espèce de distance, un palier qu'on ne pouvait pas franchir, où du coup j'étais finalement assez seul, où je me sentais seul parmi d'autres gens. C'était quoi le palier? Enfin, comment tu le matérialises? Je sais pas, ça peut être le palier où on se sent proche des gens, où je vois qu'il y a un comportement qui est plus naturel à des amis que j'observe, ou que j'observais, et qui j'ai l'impression que c'était plus naturel, plus complice et plus... Chez moi, les choses n'allaient pas naturellement. Ça n'allait pas de soi pour moi, les relations humaines. Tu parles des relations humaines avec... En général, après, j'avais tendance à mieux m'entendre avec les gens plus âgés. Au collège, après, on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des gens plus âgés, mais ça m'est arrivé, par exemple, je rencontre des amis de mes parents, par exemple, et j'ai trouvé, je pouvais parler avec eux. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais parler avec eux, ça devait peut-être pas être très, très intéressant pour eux. Mais parfois, ça frisait à l'insolence quand j'avais un débat un peu trop vif avec un adulte alors que j'en étais pas un. J'en prends un exemple le plus... un exemple dont tu te souviens du mec ou de la fille avec qui tu as ressenti le plus de distance et de problèmes pour communiquer, c'était quoi? Enfin, est-ce que tu as essayé de communiquer? Après, il y a des gens, simplement, on s'ignore, mais ça, je pense, c'est un peu partout. Il y a des gens qui essayaient, je sais pas s'ils étaient entre on le provoque et en même temps il nous intrigue, donc on pourrait être amis avec lui. Donc du coup, je sais pas, c'était un peu pervers, ou je sais pas tellement, je pense que c'est assez naturel aussi comme processus quand si tu veux, c'est un peu comme les enfants à l'école qui s'entendent bien, ils se chamaillent parce que apparemment ça se passe comme ça. Donc il y avait des gens, je me souviens d'un gars qui était assez bizarre, il changeait de style tout le temps, il manquait de cohérence en général. Moi aussi, mais d'une autre manière. Et je pense qu'il cherchait tellement sa place que finalement il essayait plein de trucs, il essayait de voir ce qui marchait. Et je pense que du coup ça l'a intrigué que moi je fasse une démarche inverse, c'est-à-dire je restais là et j'essayais de voir ce qui se passait, mais pas en essayant de m'intégrer plus ou moins à un groupe ou un type de personnes. Ça me paraît tellement loin tout ça, j'ai essayé des tas de trucs avec des gens différents, mais c'était l'ambiance générale. Après, avec des gens plus spécifiques, j'ai essayé d'avoir des stratégies amicales un peu. Tu peux prendre un exemple de stratégie amicale? Ça peut être de s'ouvrir, ou ça peut être d'essayer d'être plus drôle, ou c'est des choses comme ça. Et après, ça a été une étape où ça c'était vers 18-19 ans, où j'ai recommencé à réapprendre à sourire plus de façon circonstancielle. Quelque chose que j'avais un peu désappris à faire, le sourire. Et donc, du coup, c'était pas quelque chose qui était très naturel chez moi non plus. Je riais, parce que j'ai toujours aimé rire, mais c'est un rictus très différent du visage. Et donc le rire poli, quand tu vois quelqu'un, quand tu es accueillant, quand tu as un rendez-vous professionnel par exemple,
qui est un sourire que tout le monde a, mais j'ai réussi à l'automatiser. Ce que je faisais pas du tout avant. Et ce qui semblait plus naturel pour d'autres gens. Tu sais pourquoi? Ma mère m'a dit que c'était à peu près vers 3 ans, quand je suis entré à l'école maternelle, que j'ai arrêté de sourire. Donc sûrement que c'est coléré à ça, mais... Toi, t'as été détecté surdoué en fait. Comment ça s'est passé la détection? Alors, je l'ai su assez tard, enfin ce mot-là, on l'a dit assez tard, mais enfant, j'ai vu des psys, puis comme j'étais pas bien, que j'avais un comportement un peu, on va dire, particulier, on essayait de voir un peu ce qui allait. Je pense qu'au début, on pensait que j'étais autiste ou un peu léger intellectuellement. Et j'ai vu des psys, j'ai fait des tests de plein de gens, à divers âges, mais... Et c'est vers quand j'étais au lycée qu'on a utilisé ce mot-là. Je me doutais un peu parce que j'avais entendu parler un peu des particularités, j'allais dire des symptômes, mais des particularités des gens comme ça. Mais après, moi je m'étais dit, je me souviens très bien au collège, beaucoup de gens pensaient surdoués, c'était les gens qui avaient de très bonnes notes en classe et tout ça. Et je me dis, ils ont de la chance parce que moi au collège surtout, j'avais des notes moyennes, j'étais 11, 12 de moyenne, parfois 13, parce que ça m'intéressait pas plus que ça non plus. Et sûrement que j'appliquais pas la méthode qui convenait, ce qui est encore un peu le cas parfois à l'université. Et puis j'étais pas à la course aux bonnes notes non plus, donc ça me saoulait. Et donc je me suis dit, c'est des gens, on disait c'est des gens qui ont des facilités, donc je me suis dit ils ont de la chance. Et je me rendais pas compte que c'était aussi facile pour moi, mais d'une autre manière, enfin, c'est-à-dire d'une manière moins scolaire. Et en fait, ces gens-là qui étaient plus scolaires, je pense que c'est un fonctionnement de l'esprit qui est très différent et que c'est pas forcément une facilité, peut-être qu'ils ont une facilité de travail ou d'adaptation. Mais pas forcément une intelligence supérieure ou un sens du devoir qui est plus développé. Tu parles des gens qui ont des facilités, c'est ça? Bah, je me souviens au collège, après c'est des mots qui ont pris un sens plusieurs fois, mais je me souviens c'était en 5e, 4e où j'entendais beaucoup ça. Je pense que il y a des profs qui avaient cette expression-là, disant c'est des gens qui ont des facilités pour tel ou tel truc. Donc sûrement que tout le monde a des facilités a des prédispositions à faire bien telle ou telle chose, mais on appelait ces gens-là qui ont des facilités ceux qui ont des bonnes notes en fait, ceux qui sont un peu plus intelligents. Enfin c'est ce que je comprenais, et je me suis dit bon bah c'est comme ça, mais je me focalisais pas trop là-dessus, j'étais pas inquiet du tout pour mes notes. J'ai eu la chance que mes parents me mettaient pas de pression trop non plus sur les notes, m'aidaient pas spécialement pour les devoirs non plus, mais parce que je leur demandais pas trop. Et donc ça allait comme ça, donc je m'inquiétais pas. Je m'ennuyais surtout. T'as parlé enfin t'as dit intelligence supérieure. Ouais. Pour toi, t'attribues ça aux surdoués en fait? De ce que je comprends, de ce qu'on m'a décrit, de ce que j'ai lu sur les surdoués ont une intelligence supérieure à la moyenne, mais aussi un mode de pensée, de fonctionnement mental différent. Donc je pense que ça tient à plein de trucs chimiques ou électriques dans la tête, dans le cerveau. Après je sais qu'il y a aussi des gens qui sont supérieurement intelligents mais qui sont pas forcément surdoués. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont normalement intelligents mais surdoués? Non, je crois pas. Il y a des gens ça peut être des gens qui ont l'intelligence normale, disons, mais qui ont peut-être une autre façon de penser. Ça aussi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, ce que je comprenais pas trop et que j'étais pas trop d'accord avec, c'était qu'on disait que c'était des gens qui ont un tempérament d'artiste. Donc si tu veux être un peu borderline ou un peu perché, comme ça c'est une expression que j'ai entendue plusieurs années après, des gens un peu décalés, on disait que c'était des gens qui ont des artistes. Donc du coup, on leur excuse un peu tout. Que je trouve au début, je trouve ça un peu condescendant. Et comment toi en quoi tu te reconnais dans quelque chose de doué, en quoi ça te touche la douance par rapport à ta personnalité? Est-ce que toi, je pense que ça se joue à plusieurs niveaux, il y a disons des inconvénients et des avantages. Les inconvénients étant... je pense qu'on finit par équilibrer au fil des années un peu en apprenant à se connaître, en apprenant sur soi, en travaillant sur soi. Les inconvénients étant ce sens du décalage où parfois tu te sens pas adapté ou en tout cas pas en phase avec les autres. Ce qui est surtout le cas je pense quand on est enfant et adolescent parce que tu es avec des gens de ton âge a priori et c'est là où tu sens plus le décalage
Et comme c'est les années où tu construis ta propre identité, je pense que c'est d'autant plus difficile parce que tu construis ton identité dans une différence. Les avantages, je me suis rendu compte de eux un peu tardivement. C'est des facilités intellectuelles pour apprendre des choses, pour se concentrer, pour des facultés que les surdoués ont souvent. C'est-à-dire de pouvoir apprendre vite, je sais pas, c'est peut-être une méthode de l'esprit qui est automatique. Je pense qu'elle se manifeste différemment chez un peu tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même histoire non plus. Moi, il se trouve que je lis beaucoup, mais parce que j'étais dans une famille qui avait des livres. Bon, ça fait pas tout, mais je pense que ça joue forcément automatiquement et qu'il y a des surdoués qui n'ont pas d'éducation non plus. Et bon, ça se manifeste différemment, mais ils ont des capacités peut-être plus des capacités intellectuelles qui sont plus faciles pour raisonner à leur manière. Et au niveau émotionnel, du coup, ça se passe comment pour toi Maintenant ? Ouais. Maintenant, ça va, je me suis un peu réconcilié avec le monde, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai réussi à m'ouvrir, j'ai réussi à sourire, j'ai réussi à voir les gens pas forcément comme quelque chose de... Je me concentre plus sur l'individuel plutôt que sur l'ensemble des gens qui m'angoissent un peu plus. Mais c'est une angoisse qui est très gérable maintenant, donc j'avais une espèce de comment dire, de manque d'empathie sûrement, quand je me renfermais sur moi-même les années où j'étais plus jeune. Et donc je me sentais malheureux, j'étais pas bien. Et qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ça en fait ça a été quoi pour toi les outils Je pense, le temps déjà, les choses que j'ai vécues dans ma vie, il y a eu des étapes, il y a eu des choses heureuses, il y a des choses malheureuses. Et beaucoup de travail sur soi, les psys peut-être pas aidé, mais en tout cas ont pu me donner quelques clés de réflexion. Lire aussi m'a beaucoup aidé parce que lire ça m'a... C'était quand même un renfermement sur soi parce que c'est quelque chose, c'est un échappatoire et c'est quand même très individuel, très personnel. Mais c'est aussi édifiant, ça permet de se construire ou d'avoir des clés, ou en tout cas d'envisager des choses très différentes, surtout quand on lit de la fiction, parce je pense que ça développe une certaine forme d'empathie puisqu'on s'identifie ou pas à des personnages et à leurs histoires et ça nous permet de dire tiens, il y a des gens qui pourraient vivre ça ou qui en vivent d'autres et ça c'est intéressant aussi de vivre plusieurs histoires et d'en construire plusieurs comme ça. Et tu te poses des questions sur le monde ou sur ce qui t'entoure ? Oui, constamment, mais j'accepte plus le monde comme il est et j'essaie moins de chercher ma place dedans et à essayer désespérément de m'y intégrer. Maintenant, je pense plus que le monde est là, je suis là aussi. Le monde actuel et moi, on coexiste à ce moment-là par la force des choses. J'ai moins de... J'ai un rapport moins conflictuel avec le monde en général. Je cherche toujours à le comprendre, je cherche toujours à apprendre sur lui. Donc ça se joue à plein de niveaux, donc à comprendre, je sais pas, on peut s'intéresser par exemple autant aux neurosciences qu'au rapport aux autres qu'on peut avoir. Après ça reste, de toute façon je pense que ça reste assez égocentré comme démarche. Et qu'est-ce qui te donne du plaisir aujourd'hui ? Comme activité ? Ouais. Comme les petits bonheurs de la vie ? Ouais, aussi vraiment ce qui te passionne, genre je sais pas ce qui fait du bien. Je dirais pas que j'ai une passion, je fais un métier qu'on dit de passion, mais j'ai pas l'impression que ce soit ma passion non plus parce que je vois qu'il y a des photographes qui vivent pour ça, qui pensent qu'ils font tout le temps des photos, qui ont toujours leur appareil sur le bras, tout ça. Moi non, après je pense que je fais les choses de façon passionnelle parce que c'est passionné, parce que je fais les choses de façon passionnée parce que c'est ma façon de faire, je pense aussi. De faire les choses un peu de façon intense ou d'un extrême un peu à l'autre, ça c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, pas que les surdoués d'ailleurs. Les choses qui me procurent du plaisir, c'est très variable parce qu'une même chose peut
peut me procurer plus ou moins de plaisir au même moment. De rencontrer quelqu'un qui m'intrigue et avec qui je peux m'entendre de façon très instinctive, ça me fait plaisir. D'autant plus que ça n'avait pas été le cas pendant des années, alors peut-être j'ai pas rencontré les bonnes personnes, ou peut-être que j'étais trop renfermé, ou je sais pas exactement à quoi ça tient, les deux sûrement. Et maintenant j'arrive mieux à m'ouvrir, à exister comme les autres. Et dans la photo, c'est quoi ce qui t'intéresse en ce moment? En ce moment, ça fait un petit moment que je travaille sur des photos de nature morte, de nourriture inspirée de littérature. Et donc ça, je continue de travailler dessus parce que j'ai des bons retours là-dessus et que j'ai encore plein d'idées. Et des aides financières aussi. Donc ça se développe. À la base, c'était un projet personnel, entre guillemets artistique, mais c'est devenu un projet professionnel aussi qui m'a apporté d'autres clients, d'autres contacts et tout ça. Donc et j'ai continué de travailler dessus parce que comme la source de l'idée c'est la littérature, l'inspiration est presque infinie. Je pense que je finirai ce projet un jour, mais pour l'instant je travaille encore dessus parce que j'ai encore des idées et que je suis encore motivé par ça, et que je compte en faire un livre. Donc ça, je continue de travailler dessus. J'écris un peu aussi, c'est très anecdotique on va dire, et c'est très, très, très sporadique ma façon d'écrire, c'est souvent plus des notes que des trucs. Parfois j'ai une idée très précise d'une histoire ou d'une idée, et comme ça je les écris. Il y a des périodes où j'écris plus ou moins, je pense pas que je sois un écrivain dans l'âme. Je ressens pas le besoin d'écrire, je pense que je suis quelqu'un de plus mental. J'aime les mots, j'aime lire tout ça. Je pense que les gens qui lisent beaucoup à un moment se mettent, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui se mettent à écrire peut-être en continuité. Je sais pas si je pense pas avoir un talent particulier pour ça, mais c'est quelque chose qui me plaît. À chacune ou presque de mes séries photos que je construis un peu, j'écris un texte court dessus. À la fois pour enseigner les gens, par exemple sur mon site internet, c'est pour illustrer un peu le sujet ou le propos ou le concept qui n'est pas forcément clair. Et aussi une façon pour moi de me réapproprier les photos et de leur donner un sens que j'avais pas forcément deviné. Parce que je prends mes photos de façon plutôt instinctive, et d'écrire dessus, de mettre des mots dessus, ça me permet de me dire tiens, il y avait ça qui était un peu inconscient, ou c'est ça que je ressens maintenant après à l'idée en fait. J'essaie de faire la démarche arrière, une espèce d'autopsychanalyse pour me dire qu'est-ce que j'ai fait là. Et comment tu décrirais ton esthétique? Globalement, c'est une esthétique assez sombre en général, assez peu colorée. Encore qu'il y a des trucs où j'aime bien mettre des couleurs très vives, mais c'est souvent qu'une ou deux couleurs. Je me retrouve pas forcément dans ces photographes, dans ce type de photographie qui est assez à la mode maintenant, où tout est parfaitement éclairé, c'est très studio, mais c'est très déstructuré, c'est-à-dire on peut avoir juste un bras ou des choses comme ça, ou juste des objets posés comme ça, c'est assez statique et c'est assez joli, mais je m'en lasse un peu. Après j'ai une esthétique qui est un peu en vogue aussi, ce côté sombre morbide, c'est une fascination qui est un peu courante maintenant. À ton avis, c'est dû à quoi ça? Je pense que c'est une espèce de retour à l'esthétique qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle, notamment pour la nature morte, où c'est des repères culturels et artistiques qu'on a. Et je pense aussi surtout que c'est une angoisse du monde dans lequel on vit. Et on le voit dans la culture populaire aussi, il n'y a pas besoin de parler de Georges de Latour ou de Peter Clance pour aborder ça, mais je pense à la série The Walking Dead, et il y a pas mal de séries ou de choses comme ça, une espèce de retrouver un ordre mondial, une espèce d'ordre mondial, de voir comment on est au profond de nous-mêmes. Je pense que c'est le propos des séries avec des zombies et tout ça. Mais je vois aussi il y a une espèce de mode aussi du tir à l'arc, de l'archerie. Je le vois par exemple dans les jeux vidéo qu'il y a maintenant, ou dans les films qu'il y en a beaucoup maintenant, on repart sur des bases un peu plus primitives. Et je pense que c'est très clair que c'est en réponse à l'angoisse qu'on a de plein de choses. Et c'est une angoisse qu'on voit aussi là en ce moment pour les élections françaises, mais qu'on a vu aussi pour les élections américaines. Et aussi une division du monde où il n'est plus si unique que ça. Il y avait, je sais plus quel journal, je crois que c'est le New York Times, qui avait
critiqué l'élection américaine en rebaptisant les États-Unis au lieu de United States of America, c'était Divided State of America. Et j'avais trouvé ça assez fort et c'est assez clair qu'on est dans cette situation-là. Et on le voit maintenant, je ne sais pas quel va être le résultat des élections françaises, mais possiblement le décalage avec l'Europe risque de se faire sentir aussi. Et je pense je le vois aussi dans les comportements des gens, où les gens s'isolent un peu, ils s'isolent, mais de manière autoconservatrice, c'est-à-dire on a une espèce d'élan de sa propre survie, de sa propre situation. Je vois des jeunes gens de mon âge qui, quand ma mère m'en parle de son époque où on s'inquiétait pas de grand chose, on s'amusait, on faisait plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que même les jeunes gens, surtout peut-être les jeunes gens, sont très inquiets, essaient de rentrer un peu sont un peu plus conventionnels, c'est-à-dire se mettre en couple plus tôt, vont à des soirées mais ne boivent pas d'alcool. Après, il y a les deux extrêmes, évidemment, il y a des gens qui se mettent des races ou des choses comme ça. Mais je vois l'inquiétude qu'on a de faire des bonnes études, par exemple, pour les gens pour qui c'est possible. Je pense qu'on a une angoisse surtout du monde du travail, et il faut trouver du travail assez vite, et que c'est difficile d'en trouver, c'est difficile de trouver un logement, c'est difficile de vivre en général, et de vivre jeune, je pense que c'est un peu plus difficile qu'avant. Et comment tu gères toi ces questions-là pour toi-même? Comment tu les as traversées? Après, au niveau travail, surtout après je fais un métier où le travail il est disons il est aléatoire, je sais pas d'un mois sur l'autre le boulot que je vais avoir. C'était un choix vraiment, quelque chose de décidé ou je pense que c'est quelque chose qui me convenait plus parce que je suis quand même mon propre maître. Alors après c'est vrai que c'est en roue libre, tu peux te sentir aussi très seul là-dedans ou très détaché d'un système. J'ai eu de la chance que ça a marché un peu plus vite que je pensais et j'ai jamais été trop angoissé par ça. Et puis ça me plaisait plus de toute façon d'être libre comme ça, de pas me lever, de pas avoir des journées de boulot entre 9h et 17h dans une banque ou je sais pas quoi de terrible comme ça. C'est pas du tout ça qui me convenait. Tu savais assez vite en fait ce qui allait te convenir ou pas et c'était... Ça c'était assez clair que oui, c'était des choses... en tout cas la liberté, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. T'as l'air assez aussi donc autonome par cette conception de toi-même, conscience de toi-même, mais aussi déterminée. C'est quelque chose qui s'est fait sur les années. J'ai pas mal d'années où j'avais pas confiance en moi, mais j'ai toujours eu un peu la confiance en le fait que je pouvais y arriver. Ça, c'est sûrement le soutien de mes parents qui ont... Ils ont toujours été, quoi qu'étaient nos choix, ils ont toujours été un peu là pour nous, à nous encourager et à nous dire surtout si tu rates, c'est pas très grave. Et en même temps, ils avaient vraiment confiance en nous et dans leur discours c'était tu peux rater si tu veux. Mais en fait, on n'avait pas tant le droit que ça. Donc on avait une espèce de pression de si on te fait confiance, c'est-à-dire qu'il faut être digne de cette confiance, donc il faut pas se louper. Je pense qu'on avait cette pression-là. Je pense que mes sœurs et moi, on a des traits de caractère un peu communs à cause de ça. Et donc du coup, on n'est pas une famille élitiste, mais on est une famille qui aime bien aller au bout des choses. Et justement, l'échec, c'est quelque chose que tu gères comment ou que tu as géré comment au cours de ta vie? Je me souviens que quand j'étais adolescent, fin collège ou au début lycée, je sais plus à quel sujet c'était, mais j'avais dit à ma mère, autorise-moi à me tromper, à me planter, à faire... j'ai jamais redoublé, mais ça aurait pu être ça par exemple. Il y a pas mal de gamins qui sont pas plus cons que les autres et qui sont pas forcément moins travailleurs, mais qui redoublent je sais pas, par crise ou par appel à l'aide, ou comme les gens qui font des tentatives de suicide dramatiques pour attraper un peu d'attention. L'échec, c'est pas que j'ambitionne pas à l'échec, mais je pense que ça peut être bien de se tromper, ça peut être bien d'expérimenter plein de choses et de se dire ça c'est pas pour moi ou ça c'est pas pour maintenant. J'ai jamais ressenti trop que j'avais échoué en général, à part peut-être sur le plan humain, mais c'était d'échec en échec ou en réussite, mais c'était toujours de quelque chose de différent et j'apprenais toujours au fur et à mesure. Donc plutôt en termes de construction plutôt que pas d'échec en fait. Il y a une phrase de Victor Hugo qui me fait penser à ça, c'est
ramasser toutes les pierres qu'on vous lance, c'est le début d'un piédestal. C'est-à-dire que c'est un peu commun de le dire, mais on apprend toutes ces erreurs, ou presque. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai vu, et c'est surtout que je me suis dit que il fallait que je sois autonome, il fallait que je sois... Pour être libre, il faut être autonome, il faut être... et donc travailleur. Après, je pense que c'était une valeur qui était développée dans ma famille aussi. On a appris à travailler tôt. Au collège, je faisais du babysitting et des trucs comme ça. Après, au lycée, j'ai travaillé en traduction. Donc je gagnais un peu d'argent comme ça. C'était pas suffisant, mais c'était la valeur du travail, le fait qu'on mérite... c'est pas la méritocratie qui est en jeu là-dedans, c'est plutôt le fait de travailler. Parce qu'il faut travailler, et puis parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi. Et pas trop d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Je sais plus quelle était la question, mais... Est-ce que tu as des... est-ce que tu peux juste parler de ton mode d'angoisse, si tu en as eu ou quand tu en as eu, ou comment ça fonctionne et ça vient de quoi? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais pas comment tu les conçois et comment tu les gères? Oui, j'ai plein d'angoisses et au moins en tant que tout le monde, je les gère mieux maintenant. Je pense que j'ai toujours géré mes angoisses un peu mieux que les autres. Peut-être parce qu'elles se sont révélées plus tôt ou plus fortes et qu'il fallait les dominer ou apprendre à vivre avec. Je sais pas trop comment définir mon type d'angoisse, mais il y a une angoisse sociale, une angoisse de vivre. Pas dans le sens où ça me fait peur de vivre, mais dans le sens où je sais pas trop où je vais, non pas que ça me hante, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser de savoir ce qu'on fait là. C'est une angoisse un peu existentielle si on veut, mais qui est pas plus difficile que ça à vivre, ou qui l'est plus en tout cas. Avant j'avais des angoisses plus sociales, plus du développement de moi-même et tout ça. Plus identitaire on va dire, mais je pense que la plupart des gens l'ont, et surtout à l'adolescence. Est-ce que tu pourrais parler du fonctionnement de ta pensée? Je sais pas si tu as je sais pas, Une analyse sur le fonctionnement de la pensée. Je pense que... si tu vois de manière, je sais pas, plus visuelle ou comment tu... Je pense que c'est un des trucs des surdoués que j'ai, qui est assez développé chez moi et dont je suis assez conscient, c'est les sens. Je fonctionne beaucoup avec mes sens. Je pense que j'ai un fonctionnement plus visuel globalement, mais il y a des sons ou des choses que j'attrape ou qui me parlent ou qui m'interpellent facilement. Après, en termes de pensée, ça c'est plutôt pour le côté perceptif. Mais non, du coup, ce qui fait que j'ai tendance à assez vite gêner par les bruits parce que j'ai l'impression de tous les entendre. Ou quand je suis à une terrasse de café et qu'il y a des conversations tout autour, mon cerveau les écoute toutes. Et en fait, c'est assez fatigant parce que souvent, c'est même pas intéressant. Donc ça, c'est plutôt pour le côté perceptif. Après, pour le côté raisonnement, je pense que je fonctionne comme beaucoup de gens en arborescence, c'est-à-dire une idée qu'en développe deux autres, et après, ça fait des branches et ça part dans tous les sens. Et est-ce que toutes ces branches-là, elles sont conscientes en même temps ou il y a une partie qui se traite un peu? Non, je pense que oui, mais comme tout le monde, je pense qu'il y a des raisonnements conscients et inconscients qui se créent. Après, j'essaie de tenir compte des deux, j'essaie de m'auto-analyser ou de m'auto-percevoir comment je fonctionne. Mais bon, c'est un exercice quand même qui a ses limites de le faire soi-même, de s'auto-psychanalyser, ça permet beaucoup de sens. Et comment tu considères ça en fait quand tu as beaucoup d'informations autour de toi? Est-ce que tu considères que c'est utile et que c'est bien pour toi et pour ton fonctionnement, ou est-ce que tu vois ça comme un truc trop ingérable et que ça te fait chier? Je cherche pas à me poser la question de savoir si cette façon de penser est bien ou pas, je pense que c'est juste la mienne. Donc j'en ai jamais connu d'autres. Elle a sûrement développé au fil du temps et elle a évolué, elle va évoluer encore, mais j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Donc, ça te gêne pas pour faire des choses? Parfois je me sens que ça me fatigue, parfois quand on se dit toi tu penses trop, ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des fois c'est un peu fatigant de se dire... Ça c'est plus dans le regard de l'autre du coup? Pas forcément, parce qu'on le sent bien que parfois on pense trop, ou je dis pourquoi je pense à ça, ou pourquoi ou j'essaie parfois de raisonner de façon très rationnelle sur, par exemple sur mes sensations, sur mes émotions, et je me dis, et je comprends parfois pourquoi je réagis comme ça, ou pourquoi j'ai telle ou telle émotion, parce que ça n'a pas... Le propre de l'émotion, c'est de ne pas être rationnel, justement. Oui, mais j'essaie... Et oui, peut-être, je sais pas si c'est le propre de... propre de l'émotion d'être irrationnel, mais...
Je pense, rationnellement, je suis pas quelqu'un de très rationnel, mais j'essaie de m'efforcer à raisonner d'une manière qui m'est pas familière, d'une manière générale. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je pense qu'on est, si on a telle ou telle émotion rationnellement pour telle ou telle raison. Parfois on peut être triste de quelque chose, mais qu'au fond on se dit en fait, c'est pas si triste que ça, ou je devrais gérer ça différemment. Mais là du coup c'est l'inconscient qui gère à notre place de savoir telle émotion, c'est comme ça. Quand tu disais que c'était fatigant, est-ce que tu as des moyens de repos par rapport à ça ou de canalisation? Je dirais bien la méditation, mais c'est pas du tout quelque chose pour moi. Non, j'ai un tempérament un peu nerveux, un peu beaucoup, et je pense que c'est une façon de vivre activement, de faire toujours plein de choses, c'est ça qui me canalise, bizarrement. C'est de me concentrer sur plein de choses en même temps qui me canalise paradoxalement. Et par exemple, en ce moment, je révise mes cours et je vois que j'ai plus facilement des moments de concentration où j'ai d'autres trucs à faire. Je devrais faire autre chose, mais je fais encore autre chose, donc finalement j'arrive à me concentrer plus là-dessus pour ensuite passer à autre chose. Si j'ai toute la journée en me disant je vais réviser tel cours, en fait ça me prend une plombe parce que je suis pas concentré. Alors que je comprends très bien ce qui est marqué ou que c'est intéressant parfois. Mais je pense que c'est ça qui est fatigant aussi, c'est que même quand tu penses à quelque chose, tu penses toujours à quelque chose d'autre. Mais est-ce que tu penses, pourquoi c'est fatigant? Tu penses qu'il faudrait du coup dormir différemment? Après oui, il y a ça, si je suis nerveux c'est sûrement par ma personnalité ou sûrement comme ça que je me suis construit, mais c'est aussi le manque de sommeil. J'ai des périodes où je dors mieux en ce moment, je me sens pas trop fatigué et je dors disons correctement, mais enfant j'étais très nerveux parce que je me sentais très vite agressé par les bruits, par les gens, par le monde me semblait un peu hostile et j'avais pas encore appris à gérer mes émotions qui semblaient plus intenses que les autres. Et donc du coup, et en plus très fatigué, donc en fait c'était une espèce d'énergie en force où t'es épuisé mais il faut quand même que tu sois éveillé. Donc du coup t'es très, très nerveux, je hurlais tout le temps, je pleurais tout le temps, j'étais très sensible à plein de choses mais surtout très agité. Et le sommeil, pareil, je dormais très peu. Il y a des périodes où je dormais plus ou moins bien, il y a des périodes où j'ai été médicamenté, il y a des périodes où je dormais naturellement mieux. Globalement j'ai un sommeil moyen, pas terrible. Je me réveille toutes les nuits plusieurs fois. Je dors pas autant que... Quand t'arrives pas à dormir, c'est pour quelle raison? Comment tu ressens? Ça dépend, il y a des... Au moment du coucher, ça peut être juste j'arrive pas à dormir parce que je suis préoccupé ou parce qu'il fait chaud ou parce que telle ou telle raison. Parfois je sais pas pourquoi, parce que j'ai très sommeil, je suis fatigué, j'ai envie de dormir mais je dors pas. Si t'as des conseils à donner Aux concernés, ouais. pour canaliser, parce que a priori t'avais un système intérieur très, très riche et très désorganisé à un moment donné, ou en tout cas t'avais du mal à le gérer. Ouais. Et maintenant t'as l'air d'être beaucoup plus, de le gérer beaucoup mieux, et il y a des gens qui arrivent visiblement pas encore à le gérer. Comment j'ai réussi à m'organiser? Comment, Avec moi-même. intuitivement, comment tu... Je pense que depuis beaucoup d'années, ma démarche de vie, c'est d'expérimenter plein de choses, c'est d'essayer un peu tout et n'importe quoi. Pour essayer après, parfois c'est heureux, parfois ça ne l'est pas. Je pense que c'est la fin de tout ça, c'est d'apprendre à mieux se connaître et de voir comment tu réagis à telle ou telle manière, comment tu peux te construire de telle ou telle manière, rétrospectivement comment tu étais avant et comment tu as changé. Je pense que ce qui est important surtout, c'est d'apprendre à se connaître pour ensuite apprendre à se gérer. Mais je pense que c'est vrai des gens qui sont pas sûrs d'eux aussi. Simplement ils ont peut-être plus de repères ou plus de facilité à le faire, ou simplement ils portent moins d'importance. Il y a des gens que ça angoisse pas, qui n'ont pas du tout les mêmes angoisses parce que simplement ils y pensent même pas. Et toi, je parle pas des imbéciles heureux forcément, mais il y a des gens... toi, à ton avis, pourquoi t'angoissais avant et pourquoi t'angoisses plus ou moins maintenant? Je pense que c'est pas forcément où j'angoisse moins, j'angoisse pas sur les mêmes choses. J'ai gagné en confiance, en moi et en le monde. Et surtout j'ai appris à gérer mes angoisses. J'ai appris
certaines à m'en détacher en me disant bon, je peux rien y faire, on va accepter ça, et d'autres à me dire je peux faire quelque chose, donc je vais aller au-delà de cette angoisse et la dominer ou apprendre à vivre avec. Qu'est-ce qui te donne un sentiment de sécurité interne, tu vois? C'est juste une nuance de la La question. liberté. Ouais, j'ai besoin beaucoup de me sentir libre. Je pense que c'est pour ça que je fais un métier comme ça où je me sens libre. Même pour des contraintes qui sont pas forcément très pénibles, c'est des choses qui me bloquent et qui me font ne pas me sentir bien. Et d'être libre, c'est-à-dire même d'être dans rien, enfin dans le rien où j'ai tout à faire, ça me vient bien aussi. C'est comme ça que j'aime voyager par exemple. J'aime bien voyager, surtout quand je suis tout seul, de pas savoir spécialement où je vais aller, de me laisser, pas me laisser porter parce que c'est toujours proactif, mais c'est de me dire on y va quoi. Et que il y a des choses que je fais juste parce que je me dis tiens je peux les faire. Par exemple j'avais une période où il y a une barrière le long de la route sur les quais là, qui est maintenant piétonne. Avant il y avait les voitures et j'aimais bien marcher sur le long de la rambarde en équilibre. Et je me sentais libre en faisant ça. Alors que ça n'avait pas spécialement d'intérêt plus que ça, mais c'est le genre de truc comme ça où parfois je me mets pieds nus dans la rue. Et j'ai eu des phases un peu comme ça où j'expérimentais mes sentiments de liberté plus concrètement comme ça. Mais globalement c'est une façon je pense, de se voir et de voir comment on peut faire le monde. Et je pense qu'on vit dans un monde, peut-être plus dans notre pays, surtout dans notre culture, de nous dire c'est pas possible. Et pourquoi ça l'est pas? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais je sais pas, je pense qu'il faut... Tester toujours plus loin les barres. C'est même pas plus loin parce que je pense que les choses marchent pas de toute façon très bien. Quand je vois qu'il y a un système d'organisation et d'administration qui marche pas bien, je me dis bon écoutez on va faire autrement. Et toujours essayer d'un peu prendre les routes à côté ou les sortir un peu du sentier parce que les choses peuvent marcher aussi comme ça. Et c'est quoi les choses qui t'énervent? Beaucoup de choses qui m'énervent. Des choses très concrètes qui m'énervent, les bruits de mastication. Il y a beaucoup de choses par rapport au sens, c'est-à-dire il y a certains bruits qui me dérangent beaucoup. D'entendre mes voisins parler dans la cour, par exemple, même si c'est pas gênant, même si c'est pas très fort, c'est quelque chose qui m'énerve. Qu'on m'impose des sons, ça m'énerve. Après, il y a les comportements qui m'énervent, les comportements un peu typiques, un peu cons qui m'énervent. Beaucoup de choses qui m'énervent, je m'énerve pour beaucoup de choses. Mais globalement, c'est surtout les sons et les gens et le comportement plus des gens spécifiques. Les gens qui parlent très fort m'énervent beaucoup aussi. C'est quoi un peu con pour toi? Un peu con, ce serait... je sais pas, il faudrait que je trouve des exemples, mais c'est des... une poufiasse qui a un comportement, pour on ne sait quelle raison, qui parle plus fort que les autres, qui a un grand comme ça, et qui se comporte de façon très typique, mais on ne sait pas trop typique de quoi, d'une poufiasse par exemple, et qui... C'est quoi pour toi une poufiasse? Une poufiasse ça peut être plein de choses différentes, mais je pense que c'est plutôt quand on voit les gens dans une catégorie, ça m'énerve un peu. Qui se disent, toi ça a un comportement tellement typique de lui-même, et tellement typique de plein de gens, qui en fait, c'est révélateur de plein de problèmes, et je pense que c'est peut-être ça qui me dérange en fait. Ce qui est révélateur de problèmes. Ce qui est, ouais, ou en tout cas, ou les choses auxquelles je m'attends, par exemple des gens qui ont un comportement très banal, ou très... par exemple les gens qui se sentent incroyables, ou très originaux, ou très artistes et tout ça, alors qu'en fait ils sont à peu près très ordinaires. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les gens sont pas forcément très honnêtes ou très conscients de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils croient qu'ils sont et de l'image qu'ils veulent donner. Je pense que beaucoup de fois c'est... Toi tu repères vite en fait chez les gens j'ai perçu assez vite et il y a beaucoup de gens du coup ça m'ennuie parce qu'en fait c'est à peu près tous les mêmes. Il y a des gens chez qui on sent des angoisses, parfois ça m'intrigue, parfois non. On sent des angoisses chez tout le monde. Mais typiquement, les gens qui n'ont pas confiance en eux font parfois... c'est un exemple, mais il y a plusieurs façons de gérer ça, mais ils en font un peu plus, ils sont dans la démonstration et tout ça. Après, ça peut être comme ça qu'ils sont aussi. Il y a des gens qui sont plus extravertis, mais il y a des gens qui jouent un peu plus. Et d'un côté, je m'y retrouve parce que je comprends cette démarche de jeu, de représentation,
qui peut être aussi très agréable, enfin, très jouissif de jouer à quelque chose. Mais d'un côté, quand c'est forcé, quand c'est, disons, auto-forcé, c'est-à-dire quand ils sentent que c'est nécessaire, ça m'énerve. Dans une rencontre, là où les gens m'intéressent, c'est quand il y a une certaine dose d'authenticité chez eux. Oui, l'authenticité, après, ça se manifeste par plein de trucs différents. Il y a des gens qui ont l'air très faux, qui sont qui ont un sourire impeccable à l'américaine, qui savent toujours bien se comporter, mais qui a quelque chose dans eux qui est authentique, c'est-à-dire ils peuvent être honnêtes par rapport à leurs sentiments ou par rapport à quelque chose. C'est quelque chose qui se sent profond, c'est pas forcément quelque chose qui se voit. On peut le voir assez vite, hein, mais l'authenticité se joue pas forcément à. Tu n'es pas inauthentique quand t'as un sourire de circonstance, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre avant. Moi, avant, pendant longtemps, je me suis dit, on me disait pourquoi tu souris pas, je dis bah parce que j'ai pas envie de sourire, ou pourquoi tu parles pas, bah parce que j'ai rien à dire. C'était un mécanisme de défense aussi, mais j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens souriaient alors qu'ils n'étaient pas heureux ou il n'y avait pas spécialement de bonheur à ce moment-là. Mais bon, en fait, c'est très. Ça, c'est les implicites des codes sociaux, c'est ça? C'est des codes sociaux et maintenant je les comprends et je comprends pourquoi ils sont comme ça. Après, parfois ils me dérangent parce que parfois c'est tellement faux que en fait ça. Parfois c'est faux, parfois ça frise l'hypocrisie, donc là ça commence à m'énerver. Après, bon, c'est sûr que c'est toujours plus agréable de parler à quelqu'un, de dire bonjour à la boulangère avec un sourire. Donc c'est juste comme ça, je pense que c'est juste pour rendre les gens plus. La cohabitation en société plus agréable, c'est tout. C'est une porte ouverte, tu vois. Oui, après, quand je dis que je déteste les gens qui sont pas authentiques et tout ça, tout le monde n'est pas authentique à certains moments. Tout le monde est un peu en représentation de soi et parfois je l'accepte et parfois pas. Donc je pense que c'est quand je soupçonne ou quand je vois quelque chose à l'intérieur des gens qui ou m'intéresse ou m'interpelle ou me plaît, je sais pas. Est-ce que quand tu sens justement une différence entre l'image que les gens ont d'eux-mêmes et ce qu'ils sont à l'intérieur, tu vas leur en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui te pousse à la communication? Parfois, oui. C'est un peu, mais j'ai remarqué que c'est quand même quelque chose qui est un peu agressif, voire provocateur. Donc là, c'est un peu moi qui suis dans l'inauthentique et dans la représentation. Quand tu es provocateur, c'est du jeu, ou de la perversion. Ça peut être un sujet. Il faut aussi percevoir si les gens sont capables de l'entendre, ou en tout cas sont capables de l'entendre tout de suite. Parfois, ça peut être. Mais j'aime bien ce côté agressif aussi, du rentre dedans, du pousser les gens dans leur retranchement. Ça convient pas tout le monde, donc parfois j'essaie de me limiter à le faire aux gens qui sont intéressés à le faire. Tu veux le faire dans l'esprit d'aider les gens ou juste pour toi, pour les pousser? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une espèce de démarche égoïste, agressive, limite dominatrice, à te dire moi je te perçois, je te lis, donc je te le montre. Qui est inconsciente, mais j'ai réussi à m'en rendre compte un peu. Et aussi la démarche des gens de dire je sais pas, ressemble-toi ou on te voit comme ça mais c'est pas grave. Je pense que ça fait partie des deux. Et toi, t'es très cohérent et authentique quand tu te présentes aux gens, ou tu te mets un masque, tu te refermes? Je me mets un masque, mais je me referme moins qu'avant. Avant, j'avais un masque, mais qui était plus renfermé. Et j'étais discret, silencieux. Mais quand je me mettais à parler, soit j'ai des chutes très importantes, parce que comme je parlais jamais, dès que je disais quelque chose, ça prenait une grande importance, parce que c'était peut-être plus intelligent, ou je sais pas. Ou alors c'était carrément insolent et insultant. Maintenant, je dirais que j'ai un masque. J'ai adopté un masque plus conventionnel. J'ai essayé de me normaliser, on va dire, pour me rendre plus acceptable en société. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable à ton avis chez toi pour la norme dans cette idée-là? On n'accepte pas les gens. Globalement, on accepte moins les gens qui sont différents, ou parfois c'est ça qui nous intrigue, mais c'est cette forme d'intérêt que les gens peuvent avoir. Ça peut être aussi le côté bête curieux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il nous amuse, mais on le voit de loin, c'est comme si on allait à un zoo, quoi. Après, ça c'est une chose, mais je pense que tout peut être adopté comme ça aussi. C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui est inacceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable chez moi? L'idée que toi tu en as. Je peux avoir un côté un peu agressif, ça c'est surtout que j'ai développé, c'était surtout un mode défensif que j'ai développé au fil des années, mais maintenant ça a pu devenir un mode un peu offensif. Le fait de ne pas sourire, ça c'est pas très acceptable. Le fait d'être insolent, le fait parfois de parler sans filtre, c'est-à-dire ça peut être très vexant.
Je me souviens par exemple d'un cours d'informatique à l'école. On avait des métadonnées à écrire dans des photos. Et j'avais une photo d'une fille que j'avais photographiée nue, qui était grosse. Donc du coup, dans les mots-clés, j'avais grosse. Et elle était dans ma classe. Et tout le monde avait trouvé ça très drôle. Elle avait fini par trouver ça drôle aussi, mais en fait, c'est pas quelque chose de correct. C'était pas une blague en fait. Bah, c'était pas, non, j'étais sérieux, elle est grosse, donc j'ai mis grosse. C'était un mot-clé comme un autre pour moi. J'ai pas mis surcharge pondérale ou dégueulasse. Tu t'es pas dit qu'elle allait pouvoir se sentir affectée par ça en fait? J'avais pas pensé. Je me suis pas posé la question en fait. Et je sais plus d'ailleurs si c'était censé. On était censé en parler en cours et tout ça. Je crois qu'on avait pris mon travail comme exemple. Et finalement, c'était pas le bon. Mais bon, ça s'est pas mal passé. Mais je sais pas, genre. Faut s'adapter un minimum aussi aux autres, à ce que les gens ressentent. Je pense que chez moi, ce qui est inacceptable parfois, c'est le côté manque d'empathie ou le côté. Bizarrement, même si c'est quelque chose que je condamne, mon côté inauthentique, c'est-à-dire un peu poseur, un peu provocateur. Parce que c'est encore dans la défense, mais que c'est quelque chose maintenant qui m'amuse ou qui j'essaie de le transformer pour que c'est quelque chose de positif. Et ça défend quelle partie de toi? Je suis sur un mode défensif, pourquoi? Je pense que c'est... en grandissant, je me suis construit sur un mode défensif et enfermé, c'est-à-dire je m'isolais pas mal. J'étais seul, mais je m'isolais aussi parce que c'était mieux comme ça. Je trouvais que le monde était un peu hostile, donc du coup c'était se renfermer et aussi se défendre, c'était quelque chose. Enfin, avoir une agressivité passive, c'était. Parce qu'il y avait une une forme de défense. vulnérabilité à l'intérieur ou... Oh oui, oui, bien sûr, il y avait une vulnérabilité parce que je me sentais inadapté, je me sentais pas à ma place, je sais pas ce que je foutais là, je savais pas ce que les autres me voulaient. Et je pense que maintenant, moi je ressens beaucoup moins ça, mais je pense que c'est quand on se construit d'une certaine manière, on a tendance à rester comme ça aussi. Quand on parlait d'angoisse tout à l'heure, les angoisses qu'on se construit très jeune, enfant, dans les premières années de notre vie, souvent on n'en a même pas conscience, mais ça ressurgit maintenant. Quand on parle des Oedipe et tout ça, je pense que ça se tient à beaucoup de choses aussi. Donc le fait que j'étais inadapté enfant, ça se... Et t'as pas à la fin, quand t'étais enfant justement, t'as pas eu l'impression de trouver, je sais pas, des potes un peu comme toi ou... Mais alors j'ai pas eu tout de suite ce sentiment de rejet ou d'inadaptation. À 3 ans, non, pas encore. Inadapté si un peu, mais ça me dérangeait pas. Après, quand on a commencé à se rejeter, quand on commençait à me jeter du sable pour je ne sais quelle raison à l'école maternelle, c'était plus gênant, c'était plus agressif, donc du coup je me sentais pas vulnérable, mais en tout cas je comprenais pas ce qui se passait et je comprenais pas pourquoi... je comprenais pas pourquoi les gens étaient comme ça, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi c'était différent. Je me souviens d'une des personnes à qui je me suis entendu maternelle, c'était une fille, Marie-Pierre, qui était handicapée mentale et je pense qu'elle était un peu retardée, je sais plus trop ce qu'elle avait, mais je m'entendais bien avec elle, je jouais avec elle et j'étais le seul à m'entendre avec elle. Et donc c'était pas quelqu'un comme moi, mais finalement je m'entendrais certainement pas avec elle maintenant parce que le décalage serait trop grand et qu'elle représente plus ce que je recherchais chez les gens, mais ouais, c'est ça le côté un peu enfant. Les enfants en fait sont très cruels parce qu'ils ont peur. Et elle, je pense qu'elle avait pas forcément peur, mais elle avait cette espèce de, je sais pas, d'innocence ou de machin qu'ont les gamins et tout ça, et de se dire bon t'es là, t'es une personne, t'es là. Simplement elle se posait peut-être moins de questions, donc du coup les choses étaient moins angoissantes. Et comme elle était aussi en décalage avec les autres, moi je l'ai retrouvée et bon je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est intéressant. T'as une deuxième personne, petite classe. Bah après je sais plus, là c'est le discours que j'ai maintenant, je sais pas comment je voyais les choses à l'époque. Parce qu'après on n'est pas resté amis longtemps. Mais après, bon, il y avait des gens plus normaux à qui je me suis entendu. Mais si tu veux, il y avait plein de gens à qui je me suis entendu qui ont été que des étapes. C'est pas des gens à qui je pourrais m'entendre très longtemps. C'était une façon peut-être d'explorer mon amicalité ou ma capacité à être social. Et, mais de fait, il y a personne du collège ou lycée avec qui je suis encore en contact maintenant. Une question qui n'a rien à voir, tes relations amoureuses, ça se passe comment? Ou ta vie sentimentale? Ah, ça c'est personnel. Okay. Ça se passe... Disons qu'en ce moment je suis pas dans une période où je sens que j'ai envie d'être amoureux. Mais bon, ça se passe.
C'est variable. Non, mais la relation amoureuse, c'est vrai que ça s'est fait. Enfin, bizarrement, ça s'est fait. J'ai eu l'impression souvent d'être adapté, d'être très seul, mais c'est des choses qui ont existé dans ma vie. Ben, je me souviens d'une fille, elle s'appelait Alice, à l'école primaire, elle était con en plus. Je sais pas, en fait je l'aimais pas en plus, mais je me moquais d'elle et tout, mais je sais pas pourquoi il y avait une espèce de. Je sais pas, c'était peut-être pour essayer, une espèce de modèle que je voyais. Après, bon, assez seul, mais. Ouais, après ça s'est fait plutôt intuitivement. Il y a des gens à qui je me suis très bien entendu. L'amour, ça peut être l'amour de relations amoureuses, enfin je sais pas, ça peut être des relations amicales ou des intérêts humains très forts. C'est peut-être ça plus l'amour. Je sais pas exactement ce que c'est la définition, donc du coup ça peut être indifféremment des gars ou des filles. Pour toi, ça peut être les deux? Bah, être amoureux de quelqu'un, je sais pas, je pense qu'on met beaucoup d'intentions et de trucs qui sont pas nécessaires sur ces mots-là, mais quand tu dis à tes parents que tu les aimes, ça, tu peux aimer les deux. Donc je pense qu'on peut aimer n'importe qui. Les amis, l'amitié, c'est une forme d'amour aussi. Après, là maintenant, j'ai pas l'impression qu'on puisse être amoureux de quelqu'un au sens commun du terme, où on est, je sais pas, une espèce de passion, de co-réassurance de l'autre. Parce que je pense que les couples font beaucoup partie de ça aussi. Je pense que ça varie, que en fait, j'ai du mal à m'imaginer qu'on peut être amoureux de la même personne tout au long de sa vie. Parce qu'on change. Enfin, je sais pas. Bah, après, je pense qu'on a, si âme sœur il y a toute forme d'âme sœur, et c'est pas forcément. T'es pas forcément amoureux ou en couple avec ton âme sœur. Tu peux avoir plusieurs âmes sœurs, des âmes sœurs amicales, ça se joue à plusieurs trucs. Donc ça, je crois pas non plus. Après, il y a sûrement des gens qui sont mieux. Pas faits l'un pour l'autre, mais qui ont plus de prédisposition à s'entendre. Dans tes relations sociales, qu'au début tu avais du mal en fait, à trouver des gens qui s'entendaient bien, est-ce qu'au niveau relationnel amoureux, entre guillemets... Bah, je pense que c'est même plus facile en fait. Ouais. Bizarrement, c'est plus facile d'être amoureux parce que c'est. Comme ça se joue sur un côté un peu plus passionnel et pulsionnel, je pense que du coup c'est plus facile. Et puis c'est plus facile aussi de les dégager de ta vie. Oui. C'est assez paradoxal parce que je pense que c'est plus facile d'être fou amoureux. C'est plus facile d'être fou amoureux de quelqu'un, entre guillemets, que d'être ami avec quelqu'un. Je pense que ça se construit différemment. Sauf que je pense que quand t'es fou amoureux de quelqu'un, ça marche pas forcément non plus. Mais bizarrement, je pense que c'est plus facile d'avoir des relations intimes. Et quand je dis intime, c'est pas forcément sexuel avec quelqu'un qu'une amitié qui demande plus de temps, je pense. Je sais pas trop, en fait, je pense que c'est très intuitif et ça dépend de chaque personne. Ça dépend de comment chaque personne voit les choses et ça dépend pour une même personne, en l'occurrence moi, puisqu'on parle de moi, ça peut varier en fonction de chaque personne que je vais rencontrer aussi, qui m'intéresse pour des choses différentes, qui a une chimie ou pas sur plusieurs points. Est-ce que tu t'aimes? Je me suis longtemps pas aimé. Là, je me suis accepté et j'ai des réserves encore sur moi-même, j'ai des discrétions. Je suis assez pudique sur plein de trucs. Les relations amoureuses, par exemple, c'est pas des choses dont j'aime parler. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est dans ma famille, on n'en parle pas trop non plus, donc c'est pudique. Et j'aime bien que ce soit, quand j'ai une relation plus passionnelle comme ça, c'est que j'aime bien que ça m'appartienne qu'à moi. Donc pas que ce soit un secret, mais que ce soit rangé d'un autre côté. Et c'est pour ça que même mes amis, j'ai du mal à dire j'ai des amis. En fait, c'est qu'un mot, donc c'est pas très grave, parce que j'avais l'impression que j'avais une définition trop stricte de l'amitié et trop exigeante, donc finalement je pouvais pas avoir d'amis. Par exemple, on est allé à Majorque il y a quelques semaines et j'ai fait rencontrer des gens. J'ai rassemblé plein de gens dans une maison qui se connaissaient pas. C'était un exercice un peu pour moi parce que c'est pas quelque chose que je fais ou que j'aimerais faire. J'aime bien dissocier chaque relation les unes des autres et généralement j'aime pas que les gens se rencontrent. Parce que j'aime bien je peux être aussi un peu une personne différente avec chaque personne. Finalement ça s'est bien passé parce que je savais que c'était des gens qui pourraient s'entendre. Mais en même temps c'était très fatigant parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois là pour tout le monde et un peu d'une façon différente pour tout le monde. Donc c'était exténuant. Et est-ce que tu considères que t'es obligé d'avoir plusieurs personnes, que ça fait partie de toi, d'avoir... Oui, parce que j'ai l'impression que moi individuellement déjà mentalement je suis plusieurs personnes. Souvent quand je
quand je réfléchis ou quand je pense. Je disais que c'était en arborescence, mais ça passe aussi en dialogue. Donc ça peut m'arriver de parler avec plusieurs personnes dans ma tête qui sont tous des gens ou différents ou d'autres parties de moi et qui ont tous un avis différent. Et finalement, c'est comme un philosophe qui émet plusieurs hypothèses et qui ou en choisit une ou pas. Généralement, ils en choisissent une parce qu'ils écrivent un livre après. Mais du coup, j'essaie souvent de réfléchir de plusieurs manières différentes. Donc, parfois, j'arrive pas à me savoir si j'ai un avis parce qu'en fait, comme je réfléchis de plusieurs façons différentes, j'ai plusieurs avis différents. Donc, c'est un côté un peu dédoublement de personnalité, mais parfois, mais bon, ça va, j'avais réussi à l'équilibrer d'une manière générale. C'est juste une manière aussi d'aborder l'information de plein de points de vue. Oui, mais c'est vrai que ça se fait il y a ça, mais moi, chez moi, ça fonctionne vraiment en plusieurs personnes qui ont des façons de penser différentes, des avis différents. C'est pas seulement le fait de prendre une information et de dire tiens, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. C'est le côté qui serait plus rationnel en fait. Moi, ça se fait intuitivement, ça fait comme ça et parfois je suis pas d'accord avec un truc que je peux penser ou que je peux ressentir. C'est une espèce de conflit interne comme ça. Genre au feeling, t'es combien? Ça varie. En général, En moyenne environ 7, entre 5 et 7. J'aime bien le chiffre 7. Bah après, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais ouais, le 7 c'est un bon équilibre. Ouais, c'est un chiffre qui. Ouais, c'est un qui est chiffre cool, quoi. qui. Ouais, 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, les 7